Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de réseau récurrent. Alors un réseau de neurones récurrents, c'est un réseau qui permet d'analyser une séquence. Pour comprendre très simplement, prenons une phrase, j'aime les pizzas, voilà. Un réseau de neurones classiques va analyser chaque mot de façon indépendante. Un réseau de neurones récurrents va analyser la séquence complète de mots. Voilà, donc il va vraiment analyser la phrase. C'est utile, c'est très utilisé, notamment justement en traitement du langage, mais c'est aussi utilisé pour plein d'autres choses. Pour bien comprendre, dans un réseau classique, notre neurone, il analyse son entrée, donc par exemple le premier mot qui est j'aime, il passe au suivant, et après c'est tout, il a oublié quoi. Il prend le mot suivant, donc les, et le premier il a oublié. Dans un réseau récurrent, le neurone va effectivement passer l'information au second, mais il va garder en mémoire le premier mot. Donc, première fois, il va analyser j'ai, passer la conclusion, enfin passer au suivant. La deuxième fois, il va analyser j'aime les, même chose, il va passer. Et enfin, il va analyser la phrase complète j'aime les pizzas avant de passer au suivant. Donc voilà, il y a une notion de récursivité. C'est pour ça qu'on appelle ça un réseau de neurones récurrent. Donc, c'est très utile pour plein de trucs. Ici, je vous ai mis un lien vers un article extrêmement bien. Enfin, c'est un prof de l'université de Stanford qui a mis ça en ligne. C'est traduit en français. Parfois pas super, mais c'est traduit en français. Au pire, vous le lisez en anglais, ça sera encore mieux. Alors, il y a plusieurs architectures plus ou moins compliquées sur les réseaux récurrents. Globalement, il y a le one-to-one, one-to-many, many-to-one et many-to-many. Et il y a plusieurs choses. Par exemple, le one-to-one, c'est on a globalement une entrée, une sortie. Globalement, classification d'image. C'est un chien, c'est un chat. Aucun intérêt dans un réseau neurones récurrent, sauf si ce qu'on analyse, c'est pas des images, mais c'est des mots. Voilà. Le one-to-many, ça va être plutôt... on a une seule entrée, donc reprenons l'exemple de notre image. On a donc une seule image et on doit la décrire. Donc dire à l'arrière-plan, il y a des arbres avec un ciel bleu mais nuageux. Au premier plan, on voit un chien qui est en train de manger un os, enfin, genre de conneries. Voilà, là, on est dans le cas typique du one-to-many. Donc une seule entrée, notre image, et plusieurs sorties, plusieurs descriptions, plusieurs analyses. Le many-to-one, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est en fait très utilisé pour l'analyse de sentiments, ce genre de choses. Donc le principe c'est, on a plusieurs entrées, on en tire une seule sortie. Dans le cas qui va nous occuper aujourd'hui, on va avoir des phrases, donc plusieurs mots, plusieurs entrées, et notre objectif c'est de dire est-ce qu'il parle d'une catastrophe, d'un événement grave ou pas. Ok, donc une seule sortie. Le many-to-many, c'est plusieurs entrées, donc plusieurs entrées, plusieurs sorties. Très utilisé pour la traduction, par exemple. On a une phrase en entrée, donc plusieurs mots, on ressort plusieurs mots, mais dans une autre langue. Voilà. Et le many-to-many, en fait, c'est un exemple concret, c'est de la classification, description de vidéos. Donc ça ressemble beaucoup à ça, sauf que ici, une vidéo, c'est plusieurs images, c'est une séquence d'images, c'est une série d'images. Donc on a effectivement plusieurs entrées. Faut pas croire qu'une vidéo, c'est une seule vidéo, c'est une séquence d'images. Et on va en tirer plusieurs choses. Alors soit une conclusion par image de la séquence, ou soit on pourrait faire de la description. Alors là, on rentrerait dans quelque chose d'un peu plus compliqué aussi. On aurait en fait une description de chaque séquence d'images. Donc le même principe que ça, mais dupliqué ici, sur une vidéo, sur une séquence d'entrée. Ok, j'espère que j'ai été clair, mais je vous encourage très fortement à lire cet article parce que déjà il est intéressant, et puis ça vous apprendra plein de trucs parce que je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Alors pour faire ça, pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, que je vous explique, on va prendre un dataset qui est disponible sur Kaggle, qui est en ensemble de tweets, et l'objectif c'est de déterminer si le tweet parle d'une catastrophe, d'un événement un peu grave ou pas. Voilà, genre un feu de forêt, un accident de voiture, un tremblement de terre, enfin ce genre de trucs. Imaginons que l'objectif en fait ce soit de créer une application qui analyse les réseaux sociaux pour maximiser la réponse à un incident. Donc en général,
quand il se passe un truc de grave, il est sur Twitter avant d'être n'importe où ailleurs. Donc on pourrait se dire, ce serait pas idiot d'analyser Twitter et de se dire, tiens, là, on a détecté un événement grave, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir? Alors ça pose plein de problèmes, mais c'est faisable. Donc on va utiliser notre dataset qui ressemble à ça. Globalement, on va utiliser que les deux dernières colonnes, hein, que le texte et la target. Donc 1 quand c'est une catastrophe, un événement, enfin disasters comme ils disent en anglais, et 0 quand c'est pas ça. Ok. On regarde vite fait si c'est à peu près équilibré, c'est-à-dire si on a quand même assez de données pour entraîner notre modèle. Donc on a 3271 événements catastrophiques, on va les appeler comme ça, et 4342 qui peignent de tout sauf ça. C'est pas équilibré, mais ça suffit largement pour entraîner un modèle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme on est sur du traitement de langage, le plus compliqué, le plus long en tout cas, la phase la plus longue, c'est le pre-processing. Donc la préparation des données. Parce qu'on doit faire comprendre des mots à un ordinateur. C'est pas fait pour ça, un ordinateur. Donc on a toute une phase assez longue. Globalement, dans un premier temps, on va virer ce qu'on appelle les stop words, donc les mots vides de sens, les mots qui servent à rien dans une phrase, donc mots de liaison et autres, et tous les autres caractères inutiles. Alors tous, je dis tous, non. Là, je donne que des exemples de base pour bien comprendre le principe. Vous verrez que le dataset ne sera pas complètement bien nettoyé, loin de là même, hein, parce qu'on est sur un dataset qui provient de Twitter. Hein. C'est pas, enfin, pour nettoyer ça, déjà, il faut être motivé. Mais au moins, on a les bases. On comprend pourquoi on fait ça. Donc, pour les stop words, ce que je disais, donc les mots inutiles, on va utiliser une librairie qui s'appelle LNTK. Donc, si elle n'est pas installée, il faut l'installer avec un pip install. On va lui demander de télécharger justement les stop words et on va les importer. Et on va utiliser les stop words anglais. Donc, voilà, c'est ce que fait ce code. Hein. Si on regarde, ça nous sort une série de mots en fait qui seront virés, tout simplement. Dès qu'il les croisera, il les dégagera. D'accord. Globalement, ce qu'il faut bien comprendre, on est sur une notion de sens. On a énormément de mots dans le langage qui n'ont aucun sens, enfin, qui n'apportent pas de sens en tout cas à une phrase, il n'y a pas de valeur ajoutée en fait à utiliser. Ça rend juste la phrase peut-être plus agréable, plus agréable. Exemple. Je pourrais dire, je suis en train de manger un donut, ou moi mange donut. Le sens est exactement le même. Sauf que dans un cas, j'ai une phrase qui est assez complexe à analyser pour une machine. Dans l'autre, j'ai 3 mots qui déterminent le sens. Donc quelque chose de plus simple. Donc notre objectif, c'est un peu de prendre la machine pour un gamin de 2 ans et de lui donner des phrases extrêmement simples dans lesquelles on essaye d'avoir quasiment, enfin ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais il faut que chaque mot apporte un sens à la phrase et une utilité dans la compréhension de la phrase. D'accord ? Tout le reste, on le dégage. Donc les stop words, ça sert à ça, on va les virer. En plus de ça, on a aussi des caractères, donc tout ce qui est ponctuation, machine s'en fout complètement, et certains caractères qui peuvent être propres au dataset. Par exemple, sur Twitter, on va retrouver des hashtags partout, on va retrouver des arrobas partout, on va trouver des liens, on va trouver ce genre de caractères. Il y en a plein d'autres, hein, j'ai mis que ceux-là. Enfin voilà, des retours chariots, enfin ce genre de trucs. Retour chariot, donc le à la ligne, quoi. Voilà, donc tout ça, on va essayer de les dégager. Donc on va créer une fonction qui va venir nettoyer un peu notre dataset. Et aussi, on va créer une troisième fonction qui, elle, supprime la ponctuation. Donc 3 fonctions, une qui vire les stop words, une qui nettoie les trucs des caractères qui nous servent à que dalle, et une dernière qui qui vire la ponctuation. Globalement, la première et la troisième, c'est tout le temps, et celle-ci, en fait, c'est en fonction de votre donnée. Ici, vous viendrez à rajouter des choses à virer ou pas, en fonction de vos données, de la façon dont c'est écrit. Vous verrez que là, on vire déjà quand même pas mal de trucs, mais ça suffit pas, hein. Ça suffit vraiment pas. Ok ? Alors, ici, on applique simplement une fonction, c'est-à-dire qu'on va venir transformer avec le point map, on vient remplacer directement dans notre dataset
Dans la colonne texte, on vient appliquer nos fonctions directement sur les données de la colonne. Voilà. Et ce qui nous donne des données qui sont un peu nettoyées. Mais pas complètement. Genre, on a ce genre de truc là. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin bref. Et on en a plein d'autres. On en verra peut-être encore après. Mais on a déjà viré pas mal de trucs. On va se contenter de ça pour aujourd'hui. Soyons fous. Autre chose qu'on va essayer de faire maintenant, qu'on a nettoyé à peu près nos données, enfin à peu près, vraiment très à peu près, on va en fait, on va devoir créer plusieurs choses. Un dictionnaire. Alors, on va séparer notre dataset, d'accord. Donc en jeu de validation, jeu d'entraînement, on fait pas de jeu de test, on va s'en foutre un peu, avec notre superbe fonction scikit-learn, donc le trend test split, et on va en profiter pour créer en fait donc des tableaux qui vont contenir nos différents éléments. Donc nos phrases d'entraînement, nos labels d'entraînement, nos phrases de validation, nos labels de validation. Voilà, ça ici je me retrouve avec 4 tableaux qui contiennent tout ce dont j'ai besoin pour la suite. On a des données nettoyées, on a un dataset qui est séparé, mais ce qui nous manque encore, c'est que nos données soient compréhensibles par une machine. Parce que, je le dis, je le redis, une machine, ça ne comprend pas les mots. Hein, voilà, ça ne les comprend pas du tout. Donc on va devoir transformer nos phrases en quelque chose que la machine est capable de comprendre. Pour ça, on va faire une étape, ce qu'on appelle la tokenisation. Donc on va transformer nos phrases en vecteurs, pour faire très très simple. Même chose, ici je vous ai mis un petit lien vers un article sur Medium qui explique bien les choses. Pourquoi on le fait, à quoi ça sert, comment on le fait, voilà. Ça ira un petit peu plus loin que ce que je vous explique ici. Alors pour faire ça, on va faire plusieurs choses. D'abord on va aller compter le nombre de mots uniques. On va créer une fonction qui va nous permettre de compter le nombre de mots uniques, parce qu'à chacun de ces mots, on va venir attribuer une valeur numérique. D'accord. Donc on a besoin de savoir combien il y a de mots différents dans notre dataset. Donc on crée cette fonction et on vient compter en fait. On vient ici, on va afficher le counter. Tac. Donc ici par exemple, le résultat de ma fonction counter, ça va être un dictionnaire dans lequel à chaque fois il y a mes mots, combien de fois ils sont utilisés aussi, de mémoire, ouais, c'est ça, combien de fois ils sont utilisés. Voilà, donc tous les mots uniques avec le nombre d'itérations de ces mots au sein du dataset. On voit par exemple que Fire est utilisé 250 fois, Forest 65 fois, enfin bref. Donc, maintenant, grâce à ça, je suis capable de dire, en regardant la longueur des données, combien il y a de mots uniques, et j'en ai 20 621. Et quand je regarde, c'est parce que j'ai énormément de trucs à la con comme ça. Donc des mots qui n'en sont pas, qu'il faudrait peut-être voir à rajouter dans le pre-processing, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Voilà. Ça vous montre quand même la complexité du pre-processing sur de l'analyse de langage. Donc tout ça, par exemple, en plus c'est des cas uniques à chaque fois, donc j'ai l'impression que c'est des URL raccourcis, ça. Ouais, ça doit être des URL raccourcis. Donc il faudra voir comment on peut traiter ça. Il faudra trouver une fonction pour traiter tous ces trucs-là. Enfin bref. Donc on a notre nombre de mots uniques, même si c'est beaucoup. On va maintenant vraiment passer à la tokenisation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va déjà importer la fonction tokenizer qui reste pre-processing, et globalement elle va faire deux choses. Elle va créer tout d'abord un dictionnaire. Globalement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque mot elle va attribuer une valeur numérique, un index. Voilà. Elle va pas trop se casser la tête, elle va prendre chaque mot et ça ira de 1 à 20 621. Voilà. Donc chaque mot aura une valeur numérique qui lui est propre, qui lui est attribuée. Une fois qu'on a fait ça, on attribue une valeur numérique à chaque mot, on va maintenant transformer nos phrases. C'est-à-dire que chaque phrase, qui est une séquence de mots, eh ben, on va venir la remplacer par une séquence de chiffres. Voilà. Donc par un vecteur. Donc c'est ce qu'on fait ici, d'accord. Et pour bien le comprendre, on va afficher ces deux trucs-là, donc la phrase non tokenisée et la phrase tokenisée. Donc ici, j'ai bien une phrase classique,
et ici j'ai son équivalent en fait avec les valeurs numériques, donc son équivalent numérique. Ça c'est ce qui sera utilisé par la machine, et la phrase c'est ce qui est compréhensible par l'humain. Tout ça c'est bien beau, mais il nous manque encore une étape extrêmement importante. Globalement, en deep learning, en machine learning, il faut que les données aient la même shape, la même forme. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, il faut que chacune de nos séquences, chacune de nos phrases ait le même nombre de mots. Ce qui est naturellement impossible. Enfin, si vous prenez, je ne sais plus combien il y a de tweets, mais je crois qu'il y a 12 ou 13 000 tweets. C'est pas possible que toutes les phrases fassent le même nombre de mots. Voilà, c'est pas possible. Donc, on va devoir forcer un peu ça. Et pour forcer un peu ça, on va en fait padder nos données. Alors, le padding c'est quoi? C'est on définit une longueur, et si la longueur n'est pas respectée, on vient rajouter en fait des éléments ou on supprime. D'accord? Imaginons que je sais pas, j'ai une longueur, de toute façon, on va le faire avec l'exemple. Donc je définis une longueur à 20, c'est-à-dire que pour moi, chacune de mes phrases, chacune de mes séquences doit contenir 20 mots. Si c'est pas le cas, je rajoute. Donc pour le coup, ce sera des zéros, parce que ça n'a... Voilà. Et si c'est trop long, je coupe. Voilà. Si j'ai 25 mots, je coupe à 20. Tout simplement. C'est exactement ce que ça fait ça. Donc ici, même chose, on importe la fonction paddSequence de Keras Preprocessing. Et on définit une longueur maximale, donc 20, et on vient ici padder. Donc ce qu'on padd, ici donc notre train séquence, notre val séquence, la longueur maximale de notre séquence, donc 20 comme j'ai défini, et padding égale post, truncating égale post, ça veut dire si c'est pas assez long, tu rajoutes, et si c'est trop long, tu coupes. Voilà. Et ce qui nous donne en fait maintenant ça. On a donc notre phrase d'origine, notre phrase tokenisée et notre phrase tokenisée paddée. Donc phrase d'origine, ici, phrase tokenisée paddée, et ici tokenisée paddée. Donc là il manquait 3 mots, ça m'a rajouté 3 zéros à la fin. Ok? Ici, je vais créer une fonction qu'on ne va pas utiliser pour le coup, mais c'est bien de la comprendre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, imaginons on veut faire une espèce de système d'alerte qui analyse les réseaux sociaux pour détecter s'il se passe un truc grave quelque part, pour maximiser la réponse sur incident. Sauf que parfois, bien sûr, il y aura des faux positifs. Globalement, quelqu'un qui, je sais pas moi, sur un ton ironique, dit « Ah mon Dieu, c'est horrible, machin, bidule, c'est vraiment trop grave, ma belle-mère est chez moi », le modèle risque de prendre ça pour un événement catastrophique. Alors parfois c'est le cas, je suis d'accord, mais ça n'est pas vraiment. Donc on doit pouvoir montrer à un humain qui prendra la décision finale la phrase en disant est-ce que pour toi ça c'est vraiment dramatique. Okay, un humain aux vérifications supplémentaires pour toutes les subtilités de langage qu'une machine n'est pas capable de comprendre. Mais la machine, elle, la phrase, elle l'aura dégagée, elle n'existera plus. Il lui restera plus que ça. D'accord? Que la version tokenisée et paddée. Donc il faut qu'on soit capable de faire l'inverse. Donc de transformer cette séquence de ce vecteur en phrase. Ok? Donc pour faire ça, on va faire plusieurs petites choses. Donc on va créer une fonction qui décode, hein, voilà, comme ça s'est fait, qui va juste faire un join, c'est-à-dire qui va venir remplacer les valeurs numériques par le mot correspondant, d'accord, en se basant sur l'index. Mais, petite subtilité, tout à l'heure, quand on a tokenisé, on a aussi créé ce dictionnaire avec en index le mot et en valeur le chiffre. Bah là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va inverser les valeurs et les clés et avoir exactement le même tableau. Comme ça, quand je viendrai chercher un index, mon index qui sera maintenant 393, il me retrouvera la valeur du mot. D'accord? Tandis que dans ce cas-là, alors si je prends le 1112, tout à l'heure je prenais l'index Taïwan, je savais que c'est la valeur 1112, maintenant il faut que je sois capable de faire l'inverse. Si j'ai un index 1112, il faut que ça me donne la valeur Taïwan. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc ici on s'en sert pas, mais c'est bon à garder en tête, d'accord? Il faut toujours prévoir de pouvoir redécoder en fait la phrase dans l'autre sens, parce que la machine elle renverra un vecteur.
Une fois qu'on a fait ça, on a globalement fini notre pre-processing et le reste est hyper rapide. On va juste créer un modèle très simple avec Keras. Donc un modèle séquentiel avec une couche, la première couche est une couche d'embending, dans le NLP c'est toujours le cas, l'utiliser les articles, vous comprendrez pourquoi. Et on va lui rajouter une couche LSTM, donc qui elle est une couche récurrente. Donc LSTM c'est-à-dire Long Short Time Memory. Donc on a un modèle très très simple, hein, une couche d'entrée, une couche cachée, une couche de sortie. C'est vraiment un réseau de neurones extrêmement basique. Le seul truc, c'est qu'on a une couche récurrente. Ok, on définit un loss, on définit un optimizer et on définit notre métrique, donc qui sera ici l'accuracy, donc la justesse. Et ensuite, on entraîne notre modèle. Tout ça, c'est hyper classique. C'est tout le temps la même chose. On va le faire sur 20 époques, donc je l'ai fait sur 20 époques. Donc qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde bien, on voit que ça monte très très vite sur le jeu d'entraînement. Donc on est aux alentours de 99, on est quasiment à la perfection sur le jeu d'entraînement. Sur le jeu de validation, c'est moins bon, 15% sur le jeu de validation, ce qui est quand même pas mal. Enfin, bref. Donc très très simplement, pour conclure un peu, parce que la création du modèle en soi est très simple. Ce qu'il faut bien comprendre sur les réseaux de récurrence, c'est que c'est des réseaux qui permettent de traiter des séquences, d'accord, multiples entrées, qui permettent d'avoir une sortie multiple aussi, s'il y a besoin, qui sont très utilisés dans le traitement naturel du langage, que le plus important, au final, c'est pas le modèle en lui-même, c'est le pre-processing, la préparation des données. Avec un modèle assez simple, on arrive à faire des choses extrêmement sympas. Là, on était sur un exemple d'analyse de données, d'accord, mais les réseaux récurrents permettent de faire d'autres choses beaucoup plus sympathiques. Notamment, ils permettent de générer du texte, de la musique, enfin tout ce qui est séquentiel en fait. Pourquoi? Parce que globalement, qu'est-ce qu'un morceau de musique à part une suite de notes? Eh ben, rien. Après, il y a du rythme, il y a plein de choses, mais c'est le principe de base. Donc, on pourrait imaginer, d'ailleurs je l'ai fait, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, qu'on utilise un réseau de neurones récurrent pour apprendre un style de musique particulier et lui permettre ensuite de générer des morceaux. Donc de trouver la note qui suit la note précédente, la première note. L'objectif c'est ça, hein, c'est de trouver la note qui suit avec celle-là, qui suit, jusqu'à avoir quelque chose d'à peu près harmonieux. C'est la même chose pour la génération de texte. Alors c'est pas ce qui marche le mieux, hein, mais ça marche à peu près bien. C'est-à-dire que on peut lui donner des textes à manger, donc des textes analysés, donc il en faut beaucoup hein, quand même. Et ensuite lui demander de générer des textes. Globalement, le principe étant, en tout cas pour la génération de texte, on lui apprend, donc on lui file des textes d'auteur qu'il va analyser. Il va apprendre à se dire après tel mot, c'est souvent tel mot, après celui-ci, c'est souvent celui-ci. Enfin voilà, il va traiter ça en termes séquentiels. Et après, nous, on va lui donner un début de phrase et il va générer la suite en fonction du début. D'accord. Le tout, c'est de lui donner au moins un mot, qu'il a un point de départ pour savoir quel mot il cale derrière. Pour la musique, il prend une note au hasard et enfin voilà, ça reste gérable. Ce qui fait qu'en général, les 3-4 premières notes sont pas souvent super, mais que ça s'arrange par la suite. Ce que je vous propose, c'est que pour les réseaux récurrents, pour la prochaine vidéo, on va ça, c'est-à-dire on voit comment on peut entraîner un modèle à apprendre la musique, mais c'est vraiment entre guillemets, en tout cas à générer de la musique grâce au réseau de neurones récurrents et le traitement par séquence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair. Comme d'habitude, tout sera sur GitHub. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, enfin tous les trucs habituels, quoi. Merci, à bientôt.